Si tout se passe bien dans la nuit du 10 au 11, et même si la météo est un peu incertaine, un lanceur Falcon Heavy de SpaceX emportera la mystérieuse navette autonome X-37B pour une mission inconnue. Car l'inconnu, c'est bien ce qui entoure la petite navette spatiale américaine. On ne sait en effet pas énormément de ses objectifs ni de ses capacités, si ce n'est qu'elle peut emporter environ 200 kg. Mais justement, à quoi sert cette navette? Quelle est son histoire? Quelles sont ses missions? Et l'un dans l'autre, que sait-on au sujet de cette petite navette que même la Chine envie aux États-Unis? C'est surtout ceci que je vous propose de faire ensemble le point dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous désirez acheter du matériel astronomique, des peluches en forme de planète ou des fragments de Mars, n'hésitez pas à faire un tour chez AstroShop via un des liens dans la description pour soutenir la chaîne. Enfin, vous pouvez aussi partager cet épisode et vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des actualités spatiales. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose de revenir quelques années en arrière, à une époque où le X-37B n'était pas encore secret. Pour ça, remontons en 1998. Cette année-là, au mois d'août, la NASA allait lancer un appel d'offres pour le développement d'un véhicule spatial réutilisable devant servir de banc d'essai au développement de nouvelles technologies permettant de réduire le coût et faciliter l'accès à l'espace. Conception des réservoirs, boucliers thermiques, guidage et avionique, propulsion. Le véhicule sera un petit nouveau dans la série X qui regroupe, disons-le, une vaste gamme d'avions expérimentaux américains. Finalement, la proposition sélectionnée quelques mois plus tard sera celle de Boeing. L'entreprise développe en effet déjà le X-40 dans le cadre du Space Maneuver Vehicle Programme de l'US Air Force. L'objectif avec ce programme est déjà de concevoir un véhicule réutilisable capable de passer au moins 1 an dans l'espace et pouvant servir de banc d'essai à différentes technologies. Ainsi, lorsque le X-37 commença à prendre forme, le X-40 lui servit en quelque sorte de prototype même s'il n'était pas strictement lié au X-37. Le X-40, de son côté, n'atteindra néanmoins jamais l'espace. Son seul et unique but est d'effectuer au mieux des petits vols planés dans l'atmosphère en étant largué depuis un avion, et c'est ce qu'il fera jusqu'à la fin de sa carrière en 2001. Il est d'ailleurs aussi un peu plus petit que le X-37 puisqu'il n'en fait que 85% de la taille, mais bref. Aujourd'hui, le X-40 fait partie de la collection du musée de l'US Air Force dans l'Ohio et peut être admiré par le public. Le programme X-37, lui, s'appuie ainsi sur le X-40 qui bénéficie lui-même de prototypes comme le X-34 qui commence à son développement au milieu des années 90 et volera de 99 à 2001. Le développement se poursuivra ainsi et malgré quelques retards, le premier vol étant initialement prévu en 2002 et en novembre 2002, le projet recevra 300 millions de dollars de la NASA dans le cadre du programme Space Launch Initiative. Il est alors prévu de construire 2 prototypes. Un prototype dédié au vol atmosphérique et permettant de tester son système de guidage, sa stabilité, son aérodynamisme et les aspects liés. Prototype baptisé ATLV pour Approach and Landing Test Vehicle ou X-37A. Vient ensuite le X-37B, l'OTV pour Orbital Test Vehicle, qui doit, lui, se placer en orbite et survivre à la réentrée dans l'atmosphère. Il était initialement prévu de lancer le X-37 via la navette spatiale américaine, et ce dernier peut tout juste rentrer dans sa soute. Bon, vous vous en doutez, c'est tombé à l'eau et aujourd'hui la petite navette décolle à bord de lanceurs comme Atlas, Falcon 9 et Falcon Heavy. Mais bref. En 2004, la NASA lancera en effet le programme Constellation. Ce programme, qui permettra notamment le développement de la capsule Orion et de l'ancêtre du SLS, l'Ares 5, 2 éléments centraux d'Artemis, canalisera alors les ressources et le projet sera transféré à la DARPA, le département de la recherche, puis à l'US Air Force. Bon, il a depuis lors été transféré à la Space Force lors de sa création, mais bref. C'est lorsqu'il quittera la NASA que le véhicule sera alors classé confidentiel et que les informations se feront plus rares. Et notez bien que je dis plus rares et pas inexistantes. Le X-37A réalisera ainsi 3 vols en tout en 2006 en subissant une sortie de piste et quelques dommages lors de son dernier vol. Vous le voyez ici lors d'un vol d'essai sous le White Knight 1 qui, avec le Spaceship One, qui volera avec lui, sont les ancêtres des White Knight 2 et Spaceship Two, avions touristiques suborbitaux de Virgin Galactic. Mais bref.
Par la suite, le programme subira quelques retards, mais le X-37B réalisera son premier séjour dans l'espace en décollant le 22 avril 2010, à bord d'un lanceur Atlas V. Mais justement, à quoi ressemble concrètement le X-37B? Eh bien, l'un dans l'autre, le X-37B est une petite navette relativement modeste. Longue de 8,9 mètres et large de 4,5, elle pèse environ 3,5 tonnes à vide et 5,5 une fois remplie de carburant. Elle dispose d'un espace servant à accueillir sa charge utile qui tourne autour des 260 kg tout au plus, et qui peut aussi être assez variée, mais j'y arrive dans un instant. Enfin, elle embarque aussi des panneaux solaires déployables, en plus de radiateurs permettant d'évacuer la chaleur créée par ses charges utiles entre autres, panneaux solaires qui lui permettent de s'approvisionner en énergie et d'envisager de très longs séjours dans l'espace, mais ça aussi j'en reparlerai après. Enfin, elle dispose aussi de petits aérofreins, comme celui que vous voyez déployé au-dessus, la petite plaque relativement carrée, qui lui permettent de ralentir lors de son atterrissage. Même s'ils ne sont probablement déployés que pour ralentir peu avant l'atterrissage, et certainement pas pendant la réentrée. Le stress aérodynamique serait en effet probablement bien trop élevé, mais bref encore une fois. Vous l'aurez compris, le X-37B est ainsi la navette spatiale autonome par excellence. Elle peut embarquer différentes expériences et les ramener sur Terre, que ce soit des essais de matériaux, communication, observation de la Terre et énormément d'autres. Elle peut aussi les exposer au vide spatial et ainsi servir un peu pour n'importe quoi. Mais pour en revenir à son premier vol, la navette allait à l'époque réaliser une belle petite performance lors de son retour sur Terre. Réaliser le premier atterrissage autonome après un retour depuis l'orbite, le dernier en date étant alors celui de la navette soviétique Buran, qui effectua son seul et unique vol orbital à vide en 1988. Enfin, il existe aussi deux X-37B. Ces deux véhicules alternent chacun les vols et cumulent près de 3700 jours dans l'espace. D'ailleurs, la dernière mission en date, OTV-6, a cumulé 908 jours en orbite, ce qui, pour un véhicule de ce type, est tout simplement colossal. Et pire encore, les durées sont de plus en plus longues à chaque vol. Et le X-37B ne s'arrête pas là. Si en général l'appareil s'était limité à des orbites relativement basses, tournant autour des quelques centaines de kilomètres d'altitude, ce nouveau vol serait apparemment bien différent. La petite navette vise en effet une orbite dont le point le plus proche de la Terre se situe à 185 km et le plus haut à 35 000 selon les dernières estimations. Mais cette orbite sera aussi relativement inclinée et elle ne correspond donc vraisemblablement pas avec une orbite géostationnaire, un type d'orbite où la vitesse à laquelle la Terre tourne sur elle-même et celle à laquelle le véhicule tournant autour de la Terre sont égales, permettant de rester au-dessus du même point du globe et idéal pour les satellites GPS ou l'observation de la Terre dans certains cas. En tout cas, lors de son retour sur Terre, qui risque de prendre plusieurs mois, elle endurera les conditions les plus difficiles qu'elle n'ait jamais endurées, avec une vitesse de retour dans l'atmosphère et une chaleur générée bien plus importante que d'habitude. Dans tous les cas, le véhicule est ainsi à la fois bien connu et assez mystérieux et difficile à cerner. Si les différents acteurs impliqués dans son développement et son exploitation, à savoir principalement Boeing et la Space Force, ne sont pas non plus radins en termes de photos et d'informations sur ses activités, la navette garde, c'est certain, une petite partie de mystère. Et quand on sait qu'en théorie, ce lancement de Falcon Heavy pourrait lui faire croiser la Lune, ce qui n'est pas prévu disons-le, il y a de quoi se poser des questions sur ses activités. Activités qui, encore une fois, et dans l'esprit de ses premiers jours, sont surtout de tester de nouvelles technologies, qu'elles soient pour la propulsion, des essais de matériaux, des expériences sur les radiations, des expériences sur l'impact des radiations sur certains éléments, et j'en passe. Enfin, la petite navette dispose aussi d'un module de service inauguré lors de son dernier vol, le 6e, et qui est capable d'emporter d'autres charges utiles ou petits satellites. Même si, là aussi, on sait peu de choses à son sujet, si ce n'est que, comme tous les modules de service, il peut fournir un peu de propulsion à la navette et n'est pas fait pour survivre un retour dans l'atmosphère. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.